commencer cette conférence par citer une épitaphe tombale. Alors pour rappel, vous savez que les Romains, quand ils partaient à la mort, on va dire, avaient très peu d'espoir sur l'au-delà. Hein, pour eux, l'au-delà, c'est sous la terre, un monde souterrain, les enfers, il ne se passe rien du tout, c'est tout noir, tout gris, etc. Donc aucun espoir d'une belle vie. Donc il se disait, c'est pour ça qu'on a cette devise qui nous est restée, le carpe diem. Voilà, profite de maintenant parce que demain tu seras peut-être mort et tu n'es pas certain de retrouver tous ces plaisirs que tu as connus dans la vie. Et vous savez que du coup, la philosophie, c'était que lorsqu'on meurt, sur sa plaque tombale, on va laisser un message aux vivants. L'idée étant que si le message est beau, déjà celui qui va passer dans le cimetière qui était au bord des routes va lire votre épitaphe, votre nom, et du coup vous allez revivre un moment au souvenir. Et donc cette épitaphe-là qui a été trouvée à Lyon, je trouve que c'est un message assez extraordinaire laissé aux vivants depuis les enfers, depuis le monde mortel. C'est « Ô toi qui lis ces mots », donc imaginez-vous, vous êtes dans un cimetière, etc., vous êtes alterqué par cette épitaphe, « Ô toi qui lis ces mots, va au terme d'Apollon, quand j'étais vivant, j'y allais avec ma femme, et si je le pouvais, j'irais encore. » Vous voyez? Donc réfléchissez, je ne sais pas ce que vous avez, si vous avez prévu déjà, et réfléchissez à ce que vous allez mettre sur votre tombe, mais c'est quand même extraordinaire comme message à passer à l'au-delà, de dire va au terme, profites-en, parce que bon, déjà il n'y en a certainement pas dans les enfers, et en plus c'est vraiment le moment le plus extraordinaire de la vie. Donc vous voyez un petit peu déjà sur quel niveau de plaisir on est. On dit toujours qu'on est nous dans une société de loisirs, mais je crois que les Romains nous ont coiffé au poteau très largement il y a 2000 ans. Voilà. Alors bien sûr, dans la conférence, je vais laisser complètement de côté tout ce qui est ingénierie de ces termes, parce que là on pourrait parler pendant des heures, parce que c'est vrai que ce sont quand même des bâtiments extraordinaires où il faut penser qu'il y a l'eau chaude, qu'on était capable de construire des aqueducs, amenant des sources parfois de loin dans les villes pour que justement ces termes soient alimentés en eau. Pensez aussi à tout le service public qu'il y avait derrière, tous ces gens qui devaient aller chercher le bois, enfin voilà, tous ces métiers qui tournaient autour des termes. Ça on laisse de côté parce que c'est pas le but, on va vraiment parler de l'usage des termes, ceux qui vraiment venaient les utiliser. Alors pensez que les termes, c'est pas une invention romaine, au départ c'est grec, sauf que les Grecs, ils ont dit, ça c'est élitiste, c'est pour nous, juste donc les athlètes, les sportifs, etc. Et les Romains, qui sont allés piquer les choses en Grèce, ont dit, mais ça c'est génial, donc nous par contre on va le répandre dans tout l'Empire, alors déjà à commencer pour Rome, et ensuite bien sûr les termes se sont répandus. Alors j'avais trouvé un chiffre intéressant pour Rome justement, vers la fin du 1er siècle, avant Jésus-Christ, à Rome, on compte 200 balnéus, donc 200 établissements de bains, donc le 1er siècle avant. Et 300 ans plus tard, on est à 856 établissements de bains à Rome. Donc vous voyez que ça a vraiment été plus que multiplié. Alors beaucoup étaient de vraiment dimension modeste, on va dire, ça aurait pu tenir ici dans la cour. Mais vous savez qu'il y avait aussi les fameux thermes impériaux, dont les thermes de Caracalla, qui sont toujours ceux qu'on peut visiter à Rome, dans lesquels on peut se promener. Alors c'est des espèces de voûtes immenses, qui font penser vraiment à des voûtes de cathédrales. Et ces thermes de Caracalla, qui s'étendaient sur quelques centaines d'hectares, pouvaient recevoir à peu près 2000 baigneurs à la fois. Donc les termes impériaux, on a plus d'éléments sur eux, mais on sait que c'était gratuit. Donc première chose extraordinaire, c'est que vous n'avez pas d'excuse pour être sale à l'époque antique. On dit, et là on a encore des progrès à nous à faire au XXIe siècle, pensez que si vous êtes un clochard, un sans-abri, vous pouvez être propre, ce qui n'est pas le cas pour les sans-abri qu'on a aujourd'hui dans nos rues qui ont des difficultés même pour trouver un endroit pour se doucher. Donc première chose, c'est vraiment l'idée de, voilà, les termes pour tous et sans aucune distinction sociale, ça c'est quand même important. Alors un autre dicton qui a été écrit sur le marbre d'un tombeau, ce qui fait notre vie, point d'interrogation, les bains, le vin, les femmes. Donc c'est assez réducteur, mais là aussi, pas trop changé. Ça n'a pas trop changé, dit monsieur. Bien, ça c'est fait. C'est votre femme à côté, elle est d'accord? Non. Donc c'est vrai que voilà, on est vraiment sur le plaisir et la volupté, avec c'est vrai une image qui a beaucoup évolué, parce qu'au départ, les Grecs, vous savez que quand ils ont été envahis par les Romains, ils ont dit mais c'est quoi ces mangeurs de bouillie, ces gros rustres qui ne se lavent pas, qui puent la sueur et le brodequin de fatigue du vétéran. Voilà. Mais vraiment les Romains ont su tirer de la civilisation tout ce qu'il y avait de meilleur, et donc à ces débuts austères, on est passé à vraiment une civilisation du loisir. Alors ceux qui l'ont bien compris, ce sont les empereurs, qui par exemple, pour se faire bien voir, quand ils arrivaient au pouvoir et qu'ils sentaient que le taux d'audimat n'était pas génial, on va en parler à M. Macron, parce que ça ne va pas bien pour lui en ce moment, ils faisaient construire des thermes. Et oui, alors vous avez par exemple une phrase sur l'empereur Néron. Alors, vous savez que Néron, bon, pas top quand même, comme empereur. Eh bien, on a retrouvé cette phrase qui dit sur lui, je crois que c'est un graffiti, « Qu'y a-t-il de pire que l'empereur Néron ?
Mais qu'y a-t-il de meilleur que les thermes de Néron? Donc les gens n'étaient pas dupes quand même. Hein. Voilà. Mais pour se faire bien voir, quand vous devenez un magistrat dans une ville ou que vous voulez être élu, il faut construire des latrines ou des thermes. Et là, vous êtes sûr que vous allez plaire à tout le monde. Ça, c'était important. Voilà. Alors je voudrais vous lire aussi un petit passage de Sénèque, qui est connu. Sénèque, c'est un professeur de morale, qui lui aussi donc, trouvait que c'était quand même un petit peu exagéré, que tous ces moments de plaisir, mais qui avait un petit peu épinglé justement le travers de ses contemporains, et qui dit ceci sur eux: l'unique félicité pour eux, c'est de faire la fête à la vie, manger, boire, jouir de son bien, cela c'est vivre. C'est ne pas oublier que l'on est mortel. Les jours s'écoulent, la vie achève son cours irrétrouvable. Et nous hésitons. Que sert d'être sage, puisque notre âge ne sera pas toujours apte au plaisir? Tu n'as point de maîtresse, point de mignon? Pour rendre jalouse ta maîtresse tous les matins, tu sors le gosier sec? Ce n'est pas la vivre, c'est regarder vivre l'autre. Quelle folie de se constituer l'intendant de son héritier. Voilà, donc toujours pareil, carpe diem, profite du moment parce qu'il ne va pas durer. Alors, les termes. Pour rappel, rapidement, vous savez que quand on parle des termes au pluriel, la salle de bain chez les Romains, ce n'est pas une pièce, même si vous en avez chez vous, c'est une succession de 6 ou 7 pièces différentes. Je les rappelle rapidement pour l'usage. Donc vous arrivez dans une pièce qui est donc le vestiaire, l'apoditerium. Dans les termes, souvent c'était joyeux parce que vous avez des niches dans lesquelles on mettait les vêtements, et très régulièrement il y avait des vols de vêtements. Alors si vous êtes riche, vous laissez avec vos vêtements l'esclave à l'entrée qui va garder les vêtements. Et donc à Pompéi par exemple, on voit que chaque niche était numérotée, où il y avait un petit paysage dessus, parce que bien sûr vous n'avez pas la clé avec la consigne comme aujourd'hui, et donc l'idée c'est de se rappeler que ah oui, ma niche c'est la petite maison avec l'arbre, etc. Donc voilà, et on sait que régulièrement, oh bah tiens, on s'est trompé de niche, on a pris la tunique du voisin. Bah oui, si elle est plus belle que la vôtre, voilà. Donc souvent il y avait des voleurs, et on le reverra dans un texte que je vous citerai tout à l'heure. Alors, donc ça c'est l'apoditerium. Après, donc une fois que vous êtes dévêtus, on va passer dans une pièce tiède pour s'habituer progressivement. Donc ça c'est le tepidarium, la pièce tiède. Ensuite, une fois que vous êtes habitué, pour éviter le contraste chaud-froid, on passe dans le caldarium, la pièce chaude, comme son nom l'indique, calor, où on a des températures qui peuvent équivaloir à peu près à 30 à 40 degrés. Donc soit ça la chaleur sèche, soit ça la chaleur humide. Donc c'est vraiment jacuzzi, spa, on est vraiment sur ce système-là de hammam et compagnie. Ensuite, donc, on va passer un bon moment dans cette pièce chaude, on repasse dans la pièce tiède et on termine par le bain froid. Ça, c'est le minimum vital. Mais au-delà de ça, très souvent à côté, vous avez la fameuse palestre, donc le grand terrain de sport. On va commencer par faire du sport pour vraiment commencer la sudation, avant d'aller se laver. Et puis on a des pièces dont on parle moins, mais qui sont souvent des pièces annexes qu'on a du mal à identifier en tant qu'archéologue, mais qui existent. On parle par exemple de l'unctarium. L'unctarium, c'était l'endroit où on pouvait se faire oindre, donc les salles de massage, tout simplement. Et il y avait le destrictarium, donc ça c'était effectivement les salles de soins, parce que les thermes, c'est aussi l'endroit où on va pouvoir procéder donc à tout le salon de l'esthétique, se faire épiler, se faire coiffer, se faire raser la barbe, etc. etc. Donc toutes ces salles, on y trouvait le personnel adéquat, donc destrictarium et unctarium également. Alors pensez que si vous êtes donc l'usager, vous allez arriver avec votre trousse de toilette, c'est souvent une espèce d'anneau sur lequel sont suspendus des petits bâtonnets. Vous en verrez là aussi dans tous les musées archéologiques, ça fait des espèces de petits bâtons en forme de curette comme ça, et chacun avait une utilisation particulière. Il y a le cure-nez, le cure-dent, le cure-oreille, le cure-ongle, enfin voilà, donc à chaque fois la pointe est plus ou moins acérée ou pas. Et donc à partir de là, donc, une fois que vous êtes dans ces bains, moi j'ai trouvé 8 plaisirs que l'on pouvait y trouver. Et pourquoi va-t-on au bain? Pour 8 raisons différentes. Alors la première raison, la plus simple, c'est pour être propre. Le plaisir d'être propre, on est tous contents quand on sort de la douche, surtout après une journée un peu chaude et collante comme celle-ci, on n'attend que ça. Donc première raison, on va y revenir. Ensuite, le bain, c'est pour le bien-être et la beauté. Là aussi, on a vraiment cette idée que les médecins vont développer l'idée d'aller au terme pour ce côté curatif, ce qui parfois fait plus de mal que de bien, mais bon, on y reviendra aussi. Les bains, le plaisir, c'est pour le loisir. Je vous ai parlé à l'instant des salles de sport, on y a trouvé aussi des lieux de jeu, on va y revenir. En 4, les bains, c'est la gourmandise. Peut-être êtes-vous allé au jardin de la verrerie pour goûter un dessert.
qui s'appelle l'apothermum, c'est-à-dire la petite collation qu'on va manger après les thermes, un peu reconstituant. Donc ça veut dire que dans les thermes, on trouvait aussi des petits restos, des petites buvettes, où on pouvait aller boire un coup, manger quelque chose, une fois que vous aviez fait votre sport, etc. Un petit reconstituant, donc on pouvait y aller pour ça aussi. En 5, bien sûr, les bains c'était pour les plaisirs sexuels, évidemment. En 6, les bains c'était pour la culture, puisque les premiers musées sont apparus dans les bains. On va y revenir également. En 7, le bain, c'était un lieu social, de sociabilité. Là, je vous raconterai une anecdote extraordinaire laissée par l'histoire de l'empereur Adrien. Et enfin, c'était le bain pour tous, le luxe en 8. Voilà. Donc, je vais développer chacun de ces points rapidement, ne vous inquiétez pas, parce qu'on ne va pas finir à minuit. Simplement avec plus ou moins des citations, des anecdotes trouvées au fur et à mesure des textes que j'ai pu rencontrer. Alors, première chose, les bains pour être propres. Alors là, je vais citer Ovide. Ovide qui a écrit un manuel fort connu qui s'appelle L'Art d'aimer, donc en gros c'est le manuel du dragueur de l'Antiquité, et qui vous dit que, d'accord, c'est bien de draguer, mais dans un premier temps, si vous êtes propre sur vous, ça va mieux marcher quand même. Hein. Voilà. Alors voici ce qu'il dit et ce qu'il préconise donc à celui qui va lire son texte. Aime la propreté. Ne crains pas de haler ton teint aux exercices du champ de Mars, donc fais du sport. Que tes vêtements bien faits soient exempts de taches. Ne laisse point de tartre sur les mailles de tes dents. Que ton pied ne nage pas dans une chaussure trop large, que tes cheveux mal taillés ne se hérissent pas sur sa tête, mais qu'une main savante coupe ta chevelure et ta barbe. Que tes ongles soient nets et polis, que l'on ne voit aucun poil sortir de tes narines. Surtout, que ton haleine n'infecte pas l'air autour de toi, et prends garde de blesser l'odorat par cette odeur fétide qu'exhale le mâle de la chèvre. Voilà, en gros, sous tes aisselles, que ne trône pas l'odeur du bouc. Voilà, le texte est clair. Voilà. Donc, être propre, ça passe par une première toilette que les Romains faisaient le matin, où ils se lavaient les pieds, les mains, les bras et puis les yeux. Ça, c'était la petite toilette de chat du matin, parce qu'ils savaient que l'après-midi, ils allaient au terme, et là, ça pouvait durer 2 bonnes heures en moyenne. On travaillait le matin, à midi, c'était petits repas pris sur le pouce, et l'après-midi, les termes. Et alors, en plus, quand c'était un jour férié, je ne vous dis pas, ça durait toute la journée. Voilà. Donc ça, c'était être propre. Alors, en 2. Santé et beauté. Donc je vous l'ai dit, les termes étaient recommandés par les médecins romains. Alors médecins romains, vous connaissez les noms, on a Cels, on a Galien, on a Hippocrate. Alors qui les prescrivent, je vous donne ça en vrac, pour soigner la tuberculose, la rage, les diarrhées et les furoncles. Ok. Alors je vous lis donc une phrase de Cels, qui est également philosophe, et qui dit ceci. L'exercice est utilement suivi, soit, alors ça c'est pour rester en bonne santé, soit d'onction faite au soleil ou devant le feu, soit d'un bain qu'il faut prendre dans une salle élevée, spacieuse et bien éclairée. D'où des termes qui vont devenir immenses. On doit, alors ça si vous avez une insolation, vous devez faire ça. On doit, lorsqu'on a souffert de l'ardeur du soleil, se rendre immédiatement au bain et se faire arroser d'huile la tête et le corps. Se mettre ensuite dans un bain très chaud, après une insolation j'ai un doute, et là faire diriger sur la tête des effusions chaudes auxquelles succéderont des ablutions froides. Voilà, alors je ne suis pas sûre qu'il faut essayer ça pour les insolations, mais en tout cas c'est ce que Cels se préconise au 1er siècle. Donc l'idée d'avoir très très chaud, transpirer, et ensuite froid, peut-être pour faire baisser la température du corps. Voilà, donc aller au bain. Alors bien évidemment, comme l'eau des bains n'était peut-être pas forcément changée tous les jours, c'était peut-être aussi un endroit où on pouvait chauffer ces fameux furoncles, ces diarrhées et compagnie. Donc là, on est peut-être à la limite, on va dire, de la connaissance de la médecine romaine. C'est vrai qu'ils sont quand même passés à côté de beaucoup de grandes épidémies, comme on en a vu ensuite, par la suite, à partir du Moyen-Âge, et qu'il y avait quand même une hygiène bien meilleure qu'ailleurs. Mais vraisemblablement, dans les termes, qui est quand même un lieu à la fois humide et chaud, ça devait quand même être un peu un nid à impureté. Je ne dis pas microbe, puisque le nom n'existait pas à l'époque antique. Mais bon, voilà, c'était ça. Alors, à ce bien-être, j'associe donc le sport et la détente. Vous connaissez tous l'expression un corps sain, un esprit sain dans un corps sain, anima sana in corpore sano. Donc, comme sport, gymnastique, lancer de javelot, de disque, athlétisme, saut en longueur, lancer de balle, haltérophilie, pugilat, qui est l'ancêtre de la boxe. Et on a retrouvé, par exemple, si vous allez, je vous parlais des termes de Caracalla à Rome, il y a sur les marches comme ça qui permettent de passer d'une salle à l'autre, une marche je crois qu'il en marbre, dans lequel on voit des espèces de petites cupules qui sont creusées et qui permettaient de faire des jeux de damier ou de billes, où on marque les points, etc. Donc parfois, même dans les salles de terme, on pouvait comme ça s'adonner à des jeux de hasard
l'équivalent de nos échecs, si vous voulez. Hein. Ils jouaient au latροncule, qui est un jeu de hasard comme ça, avec des petits pions. Et parfois, donc, c'est sur les dallages même des salles de bain qu'on retrouve donc, ces damiers. Donc, on pouvait jouer aussi bien de façon sportive que jeu de hasard, comme nous, on tirerait le jeu de cartes pour se faire une petite belote sur le bord de la piscine, en fait. Hein. C'est un peu ça. Voilà. Alors, je vous lis un texte fabuleux et très célèbre qui va vous donner un petit peu l'ambiance et le bruit qu'il y avait dans les thermes, avec justement toutes les actions qu'il pouvait y avoir. Et donc l'auteur en question se plaint parce que lui il habite à côté de thermes, il dit mais c'est infernal, il y a un bruit effroyable. Bon, vous savez le bruit que fait une piscine par exemple, hein, avec l'eau qui va augmenter le son. Et là il dit mais c'est atroce, j'arrive pas à faire de sieste parce qu'il y a du bruit tout le temps. Alors voilà ce qu'il dit. Donc il écrit à un ami qui est à la campagne et il dit « Imagine toutes les sortes de voix qui peuvent te faire prendre tes oreilles en haine. Lorsque les sportifs s'exercent et travaillent aux haltères pendant leur effort, ou leur semblant d'effort, j'entends des gémissements. Et à chaque fois qu'ils reprennent haleine, c'est un sifflement et une respiration aiguë. Lorsque je tombe sur un paresseux et quelqu'un qui se contente d'une friction à bon marché, j'entends le claquement de la main sur les épaules, qui, selon qu'elle frappe à plat ou en creux, rend un son différent. Et s'il vient par là-dessus un joueur de balle qui commence à compter les coups, tout est consommé. Ajoute à cela le querelleur, le voleur pris sur le fait. Vous avez compris que c'est le voleur d'habits. Et l'homme qui aime entendre sa voix quand il prend son bain, qui n'a jamais chanté sous la douche. Ajoute encore les gens qui sautent dans la piscine au milieu d'un fracas d'eau éclaboussée. Mais en plus de ces gens-là, dont la voix est au moins normale, imagine la voix aiguë et aigre des épileurs, qui veulent se faire ainsi mieux entendre et poussent tout d'un coup des cris sans se taire jamais, sinon lorsqu'ils épilent une aisselle et alors font crier les autres à leur place. Ça me fait penser un petit peu cette histoire aux arracheurs de dents, vous savez, qui mettaient de la musique pour pas qu'on entende le gars à qui on arrachait la dent crier. Et bien, a priori, les épileurs à l'époque antique, à chaque fois qu'ils avaient un poil, ils attrapaient un poil, ils faisaient un « ah » comme ça. On s'imaginait le bruit tout l'après-midi, bref. Et puis, les cris variés du pâtissier, du marchand de saucisses et le vendeur de petits pâtés et tous les garçons de taverne qui annoncent leurs marchandises avec une mélopée caractéristique. Voilà. Donc, une fois, j'avais une classe en visite et je leur ai proposé à chacun de faire le bruit différent que je venais de citer. Un qui crie la balle, un qui compte, un qui fait les claques. C'était un brouhaha épouvantable. Encore, on n'avait pas la piscine. Donc voilà, vous imaginez le voisin à côté et on imagine du coup toute l'effervescence qu'il pouvait y avoir dans les thermes à cette époque-là et les activités qu'on y prenait avec grand plaisir, évidemment. Voilà. Alors, je vous ai parlé des gourmandises tout à l'heure, je vais passer donc sur le plaisir de trouver des tavernes. Donc, vous voyez qu'on pouvait manger des petits pâtés, des saucisses, des collations en tout genre. Donc, on a souvent des pièces en annexe des thermes où on a justement toutes ces petites buvettes. Alors, je passe maintenant donc au plaisir numéro 5, le plaisir sexuel. Donc, ceux qui étaient là à la conférence de Monsieur Dumas, il y en a un qui a suivi la conférence ou qui a tout retenu. Est-ce qu'il vous a parlé justement de ces plaisirs qu'on avait dans les bains? Parce que moi, je suis arrivée qu'après, donc j'ai pas pu... Non, il n'a rien dit en fait, ce monsieur. Alors, certains, en fait, ce que je vais faire, je vais peut-être vous faire passer parce que mon image n'est pas très très grande. Alors, certains décors de thermes sont plus que allusifs. Je vais vous faire passer après, comme ça vous verrez. C'est des poissons. C'est des poissons, voilà, c'est bien. Il est gentil. Un gros poisson. Un gros poisson, voilà. Parce qu'il y avait des lieux isolés. Alors, a priori, il y avait des lieux isolés, et puis il y a toujours ce grand débat chez les historiens archéologues. Les femmes y allaient-elles en même temps que les hommes? Alors, a priori, plus ou moins non, sauf un certain type de métier qui, bien évidemment, se serait retrouvé au chômage si elles n'avaient pas été en même temps que les hommes dans les bains. Ça paraît logique. Voilà. Alors, on pense à moitié que donc, ces représentations un peu lubriques étaient là pour porter le sourire, parce que finalement, on parlait tout à l'heure du vêtement qui est un code social. Pensez que vous avez laissé vos vêtements au vestiaire. Donc on ne voit plus dans la société qui vous êtes quand vous êtes là en petite tenue d'Adam. Hein, si vous êtes le grand magistrat, si vous êtes un esclave, si vous êtes un citoyen, etc. Et ça peut porter à rire. Et les Romains croient beaucoup dans la force du rire et de la moquerie pour passer au-delà justement des convenances. Et c'est vrai que des fois, on le voit bien, hein, quand on a un sujet sérieux, ben, le dire en riant, ça passe mieux. Et donc c'est un petit peu sans doute ce thème qu'on retrouve dans les termes, avec l'idée que si on fait des scènes un peu rigolotes, un peu exagérées, avec ce petit serviteur là, hein, là vous allez le voir de plus près, donc ah ben tiens il porte le soublia couloum, mon petit serviteur. Alors ce serviteur là, il a deux petits pichets, vous allez voir, hein, je vais faire passer, qui sont donc les petits pichets dans lesquels il y avait les huiles hein, qui permettaient de soindre. Et
son subligaculum ne lui va pas très bien en fait. Voilà. Parce qu'il a quand même un gros phallus qui sort de dessous le subligaculum, très clairement. Et alors ce personnage-là, c'était celui qui lubrifiait. On l'appelle le lubricus. Que lubrifiait-il? Je ne réponds pas à la question. Mais voilà, très clairement, on pouvait avoir des doubles emplois, ou des doubles métiers. Voilà. Et ce petit personnage, c'est vrai qu'on se dit qu'il pouvait peut-être servir à plusieurs usages. Voilà. Alors en dessous, regardez en même temps, puisqu'il vous fait passer donc le dessin, vous avez donc ce poisson, on va dire, qui est entouré par deux vagins, très vraisemblablement. Et là aussi, donc c'est un décor de mosaïque retrouvé. Celui-ci est à Carthage, celui qui est en dessous, non, à Sousse, donc en Tunisie. Et Sousse, c'est une ville tunisienne, naturellement. Oui, c'est parce que c'est comme Pulvinar, c'est parce que... Ah là, il va falloir refaire toute sa culture à lui. On va travailler du boulot. Oui, voilà. Et voilà, donc l'idée, c'est qu'on retrouve effectivement ce que je vous disais tout à l'heure, les bains, Vénus, le vin, ce sont les plaisirs de la vie, mais a priori, les termes avaient ça d'extraordinaire qu'ils rassemblaient tout ça en un seul lieu. On pouvait y boire, on pouvait y trouver un amant ou une maîtresse, à bas prix également. Et voilà une autre citation, les bains, le vin, Vénus usent nos corps, mais les bains, le vin et Vénus font la vie. C'est un dicton latin. Voilà. Alors c'est vrai que dans certains termes suburbains autour d'Europe, on a retrouvé aussi des peintures érotiques, comme on avait donc dans les cabinets de curiosité. Et voilà, comme je vous le disais, les services du destrictor et du lubricus pouvaient être au-delà du simple massage, vraisemblablement. Voilà. Je passe au chapitre suivant. Il va tourner la feuille et refaire un tour, notre lubricus slammer là. Oui. Alors on recommence, il faut tourner la feuille de l'autre côté maintenant. Quel travail. Ah bah oui. Oui, toi, j'ai un esclave. Il faut que je tourne la feuille de l'autre côté. Maintenant. Ah, il fallait suivre. Alors, mon sixième point, c'est le plaisir des termes liés à la culture et au musée. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ces statues, il y en a une que vous devez connaître, c'est l'Hercule Farnèse, qui est quand même une des pièces genre un peu classiques, qui attend tous les livres de latin, l'histoire, machin, trucs, etc. Alors, l'Hercule Farnèse, comme beaucoup de sculptures qu'on connaît, la Vénus, la Diomède, etc., eh bien, si on voulait les voir et qu'on soit un Romain du 1er au 2e siècle, il ne faut pas aller au musée, il n'y en a pas, ça n'existe pas. Il faut aller dans les thermes. Les belles pièces, souvent prises dans les conquêtes, etc., étaient exposées dans les lieux où on les voyait. Donc soit dans les galeries autour des forums, des places publiques, mais dans les forums, c'était plutôt les personnages politiques. Et dès qu'on avait les divinités, les héros, etc., on les représentait et on les mettait dans les thermes, où très vite se sont créées des salles qu'on a appelées des... Alors, il faut que je retrouve le mot muséaum, je crois que c'est tout simplement ça. Ouais. Et donc, ces salles dédiés aux muses étaient des endroits où on pouvait trouver des bibliothèques. Donc les premières bibliothèques publiques ont été dans les thermes également, et on pouvait donc aller y admirer ces personnages, ces statues extraordinaires, souvent donc copiées d'original grec. Et vous avez donc dans les images qu'on vous fait passer, donc l'Hercule Farnèse, qui a été trouvé donc dans des thermes, et le personnage au-dessus, qui est donc ce qu'on appelle l'apoxiomène. C'est le sportif qui est en train, vous savez que les sportifs soignaient d'huile avant de concourir le stade, et puis ensuite ils mettaient du sable. Et donc après le sport, évidemment, avec le fameux strigile, qui est ce racloir un peu incurvé, ils se grattaient la peau pour enlever tout ça, ce qui donne une posture très très belle à la statue. Donc l'idée d'avoir ces personnages sportifs nus alors que vous étiez au terme, c'était par le sport, et c'est d'arriver donc à la même splendeur de ce personnage. Donc c'est vraiment nos magazines de mode de l'époque qui étaient présentés, et avec la culture, puisqu'on y apprenait l'art de la sculpture grecque, les livres que l'on pouvait emprunter gratuitement, etc. Donc culture et bain, donc mise à la portée de tous, avec donc une statue particulièrement belle. Une autre statue, vous connaissez peut-être, je ne l'ai pas mise en photo ici, c'est le Laocoon. Je ne sais pas si vous voyez ce personnage comme ça qui se bat avec des serpents, et qui a été retrouvé dans les citernes des thermes de Trajan. Donc très souvent les archéologues ont retrouvé des statues extraordinaires dans des lieux oubliés, des fonds de citernes, des bassins, qui ont sans doute été détruites au moment de l'abandon des thermes à la fin de l'Antiquité, au moment des premières grandes invasions. Donc voilà, plaisir et culture en même temps, c'est quand même pas mal. Alors, deux derniers points, donc le plaisir, parce que les thermes c'est un lieu social. Alors là, anecdote extraordinaire qui nous est racontée par les contemporains de l'empereur Adrien.
Alors Adrien, vous êtes peut-être déjà allé en Italie, vous savez qu'il s'était fait construire un palais extraordinaire, si vous avez l'occasion d'y aller, la Villa Adriana, c'est la moitié de la villa, là c'est immense, 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 vous débrouillez, il y a des jardins, il y a des lacs artificiels, enfin fabuleux. Et pourtant, malgré le fait qu'il avait une salle de bain fabuleuse avec du marbre partout, de temps en temps, l'empereur se rendait à Rome et, incognito pas certain, mais il allait aux thermes publics. Sans doute là aussi pour rencontrer, comme les bains de foule de M. Macron, là j'ai vu qu'il faisait ça là, sur le bord de la mer. Et voilà, et donc on raconte qu'un jour Adrien arrive à des thermes publics, et puis que dans la première salle, donc le vestiaire en quelque sorte, le hall, il y avait des grandes colonnes en marbre, et puis qu'il voit un homme en train de se frotter le dos à une colonne. Alors il s'approche, surprise, il reconnaît le gars, c'est un vieux vétéran de l'armée romaine avec qui il a fait ses premières classes, etc. Il dit, mais comment t'as pas d'esclave pour te frotter le dos? T'es obligé de faire ça contre une colonne? Et le gars lui dit, bah non, tu vois, la retraite, la solde du militaire à la retraite, bah, c'est pas trop, donc non, j'ai pas d'esclave, j'ai pas assez d'argent. Alors Adrien, grand prince, lui fait donner une bourse d'argent, lui donne un esclave, bien sûr, et puis bon, il part se baigner, etc. Et puis, allez, on va dire 15 jours plus tard, Adrien revient dans les mêmes termes. Ouais, sauf que vous doutez qu'entre-temps, l'histoire a fait le tour de la ville. Et il paraît que quand il est rentré dans cette salle hypostyle, toutes les colonnes étaient occupées par des gars en train de se frotter, espérant avoir le même privilège. Alors Adrien, qui n'était pas bête, parce que ça a été un des emplois qui était très, très fin au niveau de l'intelligence, leur a dit à tous, plutôt que vous frottez aux colonnes, frottez-vous le dos les uns les autres, ce sera tellement plus agréable. Il est parti, voilà, bien fait. Voilà. Mais l'histoire est géniale, parce que déjà on voit qu'effectivement, comme je vous disais, on peut se mélanger, et ça veut dire que n'importe quel kidam va pouvoir aborder finalement le magistrat pour lui demander quelque chose, ou carrément l'empereur. Et pareil, si vous êtes un citoyen de base, vous pouvez très bien vous jouer au grand prince en inventant le personnage que vous n'êtes pas. Donc on peut comprendre aussi que ça ait pu faire rêver cette histoire de terme, parce que vous êtes autre, vous êtes nu et vous pouvez passer pour une autre personne, ou en tout cas incognito, ou éventuellement aborder la personne dont vous avez besoin. Voilà. Donc voilà, pour le bain social, et comme je vous le disais tout à l'heure, en plus on peut être pauvre et propre, ce qui est quand même assez extraordinaire. Et je voulais terminer donc cet exposé sur le plaisir par le bain pour tous, avec le luxe mis à la portée de tous. Parce qu'on l'a évoqué au fur et à mesure de l'exposé, mais voilà, ces thermes, c'est souvent des endroits où on a des vestiges extraordinaires de marbre. On va aller voir à Arles les thermes de Constantin, qui ont ensuite été transformés en église. Ça donne quand même une idée de la taille du simple frigidarium, n'est-ce pas? Et puis tout ça, c'était rempli, toutes les baignoires étaient en marbre, c'était des fontaines qui coulaient en permanence, c'était du chaud, etc. Et donc quand on sortait de son petit une pièce au 3e étage ou 4e étage d'un immeuble à Rome, descendre dans ces lieux, soudain c'était quand même un luxe qui était à la portée de tous. Et ce qui est frappant aussi, c'est de voir la façon dont les thermes se sont étalés dans l'Empire. La moindre villa gallo-romaine au fin fond du Mont Ventoux, vous avez peut-être déjà visité une fois, elle est rarement ouverte, mais par exemple une villa qu'on a fouillée et qu'on a creusée au pied du Ventoux à Bédouin. Juste avant d'aller au sommet, là il y a une villa gallo-romaine, c'était une ferme toute simple, mais il y a pourtant un établissement de thermes. Donc jusque dans les campagnes les plus reculées, ce luxe était arrivé. Alors bien sûr quand c'était des thermes impériaux, c'était magnifique, extraordinaire, mais voilà, ça veut dire qu'on pouvait avoir un petit lieu de chauffage dans la maison, donc luxe à la portée de tous. Et on a donc une description, là aussi, je reviens à mon fameux Sénèque, de la salle de bain de Scipion, qui était un homme très rustique, de l'ancien âge, et il fait justement la comparaison avec ces termes devenus des lieux extraordinaires. Alors voici ce qu'il dit. On se regarde comme pauvre et misérable quand les murs ne brillent pas de vastes cercles de marbre d'un grand prix. Si au marbre d'Alexandrie ne se mêlent point des incrustations de marbre de Numidie, si les murs n'ont pas un copieux encadrement de mosaïques dont les couleurs à grand-peine assemblées imitent la peinture, si la voûte n'est pas entièrement vitrée, si la pierre de Tassos, que jadis on voyait rarement même dans les temples, n'entoure pas nos piscines où nous étendons nos corps épuisés par une excessive transpiration, enfin si l'eau ne s'échappe pas par des robinets d'argent, et je n'ai parlé jusqu'ici que de la plomberie populaire, que sera-ce si je viens à décrire ceux des affranchis? Combien de statues, combien de colonnes que ne soutiennent rien, que le luxe a prodigué pour un vain ornement? Quelle masse d'eau tombant en cascade avec fracas! Nous en sommes venus à un tel point de délicatesse que nous ne voulons plus marcher que sur des pierres précieuses. Dans la salle de bain de Scipion, il y a des petites fentes taillées dans le mur de pierre plutôt que des fenêtres, pour laisser entrer la lumière sans affaiblir la solidité du bâtiment. Mais de nos jours,
on appelle cela trou à cafard. Les bains qui n'ont pas été conçus pour recevoir le soleil à toute heure de la journée par de très larges fenêtres. Si on ne bronze pas en même temps que l'on se baigne, si de sa baignoire on ne voit pas la campagne et la mer. Donc vous voyez à quel point on en était arrivé, hein, avec des grandes fenêtres, des verrières même. Et vous savez que les premières voûtes, qu'on va appeler romanes par la suite, sont des inventions romaines, hein, pour justement avoir des plafonds très hauts, pour pouvoir laisser rentrer la lumière au maximum. Et le verre, hein, qui commence à se faire à cette époque-là, va permettre en plus des salles de bain très claires. Donc vous imaginez le luxe quand on est arrivé là-dedans. Donc c'est un terme, hein, donc les termes sont vraiment un lieu privilégié de sociabilité. Et ils vont se développer donc avec le succès que je vous disais dans toutes les classes sociales. Et on le dit souvent, finalement, l'armée romaine a conquis l'Empire, mais c'est vraiment, je pense, ce plaisir, hein, qui a conquis tout l'Empire et le mode de vie. Hein. Et je terminerai juste par cette phrase prise donc, par un historien qui s'est beaucoup penché sur les termes et qui a dit « L'utilisation des termes a largement contribué au développement du prestige du mode de vie et de la culture romaine dans toutes les provinces. » Voilà, donc c'est vraiment l'art de vivre à la romaine à travers les termes. Voilà, j'en terminerai ici. J'espère que je n'ai pas été trop longue. Voilà. Et si vous avez des questions, c'est volontiers. Envie d'un bain et d'une douche à présent.